tout ce qui est publié en ligne. Donc bon, c'est tout à fait, en tous les cas, on essaye de les amener vers cette prise de conscience-là. Et puis donc tout cela est organisé dans une plateforme en ligne pour la mise en place d'un travail collaboratif, et c'est Stylo qu'on utilise. Certains d'entre vous connaissent peut-être cette plateforme collaborative qui a été développée par Marcello Vitali Rosati et toute son équipe, et qui est extrêmement intuitive aussi. Donc vraiment, on travaille autour d'un objectif donc triple: se former un nouveau savoir, sélectionner des données importantes et travailler en équipe. Alors, quel est finalement le projet qu'on leur demande de réaliser sur le semestre? Alors, je parle de deuxième année, mais en réalité, hein, c'est uniquement le semestre 3. Il n'y a pas dans notre maquette, pas d'informatique au semestre 4. Alors, on leur demande d'écrire, de participer à l'écriture d'une revue collaborative, donc en Markdown, puis exportée grâce à Stylo en HTML, puis en PDF. Donc, chaque étudiant fait partie d'une équipe éditoriale et doit rédiger en Markdown un article, hein, pour la revue. Ensuite, ils ont désigné entre eux un rédacteur en chef qui va chaîner les articles dans Stylo, hein, ceux qui connaissent, hein, il y a une fonction Books dans Stylo qui en fait permet de créer un livre ou une revue, hein, en ligne. Et donc là, l'objectif vraiment, c'est de travailler en groupe, donc de respecter un calendrier de travail, d'être capable de gérer ce travail d'équipe, et y compris, hein, de diriger une équipe, puisque vraiment, ils sont en autonomie, hein, sur ce projet-là. Et alors, comme on souhaite aller plus loin, et c'est la prochaine diapo, voilà, afin d'obliger l'étudiant à comprendre le processus d'édition qui conduit à la production d'un PDF, on lui demande de présenter son article sur 2 colonnes, comme c'est le cas dans la plupart d'ailleurs des revues. Je pensais au débat, enfin, il y en a d'autres. Et ce que Stylo ne fait pas par défaut. Donc en fait, quel est notre objectif? C'est de l'obliger à, j'allais dire, déconstruire cet outil clé en main, qui est extrêmement intéressant, hein, c'est le stylo, pour finalement l'obliger à reprendre la main sur chaque élément du processus d'édition. Donc, qu'est-ce qu'il fait en fait? On part du source LaTeX, puisque c'est à partir d'un source LaTeX que Stylo fonctionne. Donc, l'étudiant est obligé là, de se confronter à un source dans un langage effectivement un peu plus compliqué quand même que le Markdown. Ce source, il l'édite alors grâce à un outil en ligne, parce qu'on ne leur demande pas d'installer LaTeX sur leur ordinateur. Peut-être que certains connaissent Overleaf, donc qui est un éditeur LaTeX en ligne. Donc, il modifie le source LaTeX de façon à apparaître ce double colonnage. Et ensuite, ils utilisent un outil de chaînage qui était aussi inclus dans Stylo, hein. Donc, en fait, vraiment, l'idée, c'est de déconstruire tous ces éléments, hein, pour leur permettre de comprendre que chaque tâche peut être prise en charge par un programme indépendant sur lequel on a la maîtrise. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est, après leur avoir montré qu'il existait des beaux outils clés en main, de rentrer vraiment, je parlais de boîte noire tout à l'heure, hein, donc vraiment de voir un petit peu comment fonctionnent ces outils, et donc de leur permettre de s'affranchir de cette façon-là, hein, des outils qui leur sont proposés. Donc il y a vraiment une idée de progression vers une autonomisation. Et donc, vous voyez là, par exemple, un extrait d'une revue qu'ils ont intitulée Ciné-vous. Donc, il y avait une petite équipe, hein, qui a travaillé autour hum, donc de revue, hein, une revue de critique de cinéma. Et donc là, vous voyez, hein, l'article produit à partir d'un source LaTeX, modifié donc pour qu'il apparaisse sous la forme d'un double colonnage, puis exporté donc évidemment en PDF. Et cet article a été chaîné au sein d'une revue qui faisait une quarantaine de pages. Alors, le bilan, c'est que les étudiants se sont vraiment investis dans la rédaction de la revue. Mais on peut. Alors, est-ce que la notion de balisage a été forcément comprise? Ce n'est pas certain, faut l'avouer. Je crois qu'ils ont vraiment été séduits par le projet et par l'objet, hein, qu'ils ont réalisé. La notion de balisage, bon, est-ce qu'elle a été finalement bien perçue? Ça, c'est une autre question. Est-ce que le problème de l'autonomisation est vraiment résolu? Là encore, on peut se le demander, puisque ce sont quand même à chaque fois des outils en ligne qui ont été privilégiés. Donc, au départ, on leur a présenté Stylo. Mm. Il est donc un éditeur Markdown au départ, hein, puis qui fait bien autre chose. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas travaillé dans un éditeur comme Ghostwriter, par exemple. Overleaf est un autre outil de compilation en ligne des sources LaTeX, donc c'est pas non plus l'installation d'un compilateur sur leur propre ordinateur. Et puis pour chaîner des PDF, hein, là je reprends les 3 éléments, hein, du travail, ils ont plutôt qu'utilisé un
un outil comme PDF-SAM qu'on leur avait présenté, ils ont préféré les petits outils qu'on trouvait, hein, de chaînage de PDF, des petits outils en ligne. Et donc, on voit bien qu'il y a quand même un espèce de retour réflexe vers des outils web et plutôt qu'une appropriation des applications dans leur propre environnement numérique. Mais alors, vous allez voir, donc on essaye d'aller un petit peu plus loin en troisième année et je redonne la parole à Fatima puisqu'elle va vous expliquer voilà, quel Tout est à le fait. problème de Du coup, c'est sur ces difficultés qu'on essaye de travailler en troisième année avec la spécificité à Poitiers qu'au S4, on n'a pas de cours de numérique. En fait, la maquette est étrangement conçue avec ce trou au S4. Donc, on reprend tout ce travail au S5 et au S6, sachant également qu'en L3, c'est aussi le palier où on intègre de nouveaux étudiants, soit ceux qui arrivent des classes préparatoires, soit ceux qui sont en reprise d'études. Donc, souvent, en L3, on trouve un public un peu renouvelé, avec des gens qui ont, c'est mon cas par exemple cette année, qui sont beaucoup plus vieux, qui ont 10 ans de plus, qui ont 20 ans de plus, qui reprennent leurs études, et les étudiants qui arrivent de classe prépa et qui le plus souvent n'ont pas du tout été sensibilisés à ce type d'enseignement. Donc en L3, on redémarre à partir de cette question de balisage. Ah oui, pardon. En L3, l'informatique est appliquée au disciplinaire. Donc là, ce dont je vais parler, c'est de ce que je fais moi en cours, en associant littérature hispanique, mon cours de littérature hispanique et ce cours d'informatique. Notre collègue qui travaille en lettres a une autre démarche et donc c'est vraiment spécifique aux collègues qui travaillent en L3. Donc moi, je repars de cette question du balisage avec un objectif qui est surtout de rendre de l'autonomie et d'essayer de résoudre des problèmes seuls en recherchant des solutions en ligne. Donc la première étape consiste à revenir au HTML et à les aider à comprendre comment fonctionne une page HTML et surtout à introduire certains concepts comme ceux de serveur client pour essayer de comprendre encore une fois leur outil de travail, donc l'ordinateur, et comment cet ordinateur est connecté aux autres. Ensuite, on déconstruit les pages web, donc on regarde comment fonctionne une page web, on analyse le code et cela permet d'introduire le langage HTML et de revenir à cette notion de balisage. Tout cela se fait dans le cadre d'un projet, je vais vous en parler tout à l'heure, et donc on revient aussi aux valeurs qui ont été enseignées en L2 et en L1, telles que celles de travail d'équipe. Et le travail d'équipe, là, s'inscrit vraiment dans une démarche de solidarité. Ceux qui vont plus vite et qui sont un petit peu plus geeks aident ceux qui mettent plus de temps, notamment ceux qui sont en reprise d'études. Et l'objectif commun est à chaque fois de susciter le désir de comprendre, d'aller chercher la réponse à une question, parce qu'en fait, le principe, c'est de ne pas donner les réponses, de vraiment d'abord les amener à fouiller, et lorsqu'ils sont désespérés, là, ils appellent à l'aide. Alors, le scénario pédagogique que l'on construit part de ce qui est enseigné dans les cours de la maquette. Donc, pour ma part, je m'inspire de ce que je fais en cours de littérature et souvent, c'est soit je reprends le texte qui est donné en cours sous format classique et puis je le travaille d'une autre façon en informatique, ou alors j'intègre un autre corpus qui me permet en fait de travailler sur plus d'œuvres sur la même année. Souvent, si je donne trop de travail en littérature, les étudiants râlent. Par contre, si je découpe ce travail entre le cours d'informatique et le cours de littérature, en réalité, ça ne rend pas tout à fait compte. Donc, tous les étudiants, comme en L2, font partie d'une équipe. L'équipe est éditoriale et l'objectif est de réaliser un projet d'édition numérique qui peut être assez différent. Mais surtout, l'idée, c'est que ce livrable soit montré à d'autres et donc on va jusqu'au bout de la chaîne. Les étudiants doivent le présenter à un public. Et donc, pour cela, ils ont à gérer, d'abord à comprendre l'intérêt du travail en équipe, parce qu'en fait, ils ont un objectif commun qu'ils doivent atteindre collectivement. Toute l'équipe est évaluée sur la livraison publique de ce travail. Oups, et je suis en retard. Voilà, donc l'équipe définit ses sous-tâches, on travaille en mode projet, ils s'organisent, le travail est réalisé sur l'ensemble de l'année universitaire de L3, avec un découpage évidemment par semestre, une partie des objectifs durant le semestre 5, donc la première partie du semestre 5 consacrée à HTML. Une fois qu'ils ont bien compris, et là on n'utilise pas d'éditeur, donc ils doivent coder leur page HTML, écrire une CSS, enregistrer tout cela dans leur ordinateur, retrouver leurs fichiers, exécuter leur code. Et bien on passe à la seconde phase qui concerne plutôt l'édition numérique.
Et comme dans le cas de la L2, on va récupérer ce qui a été produit par la recherche scientifique. Et là, on va chercher ce qui a été fait en XML-TEI. Et pour introduire XML-TEI, je travaille en 2 temps. D'abord, un pseudocode pour les initier à la nécessité de partager un code commun pour se comprendre. Donc, en gros, pendant 2 semaines, ils codent leur propre édition avec chacun leur langage. Et c'est comme ça que je les amène à constater qu'il vaut mieux partager un code si on veut s'échanger des fichiers. Et après, à la TEI, et la TEI est aussi un espace de travail d'autonomie parce qu'en fait, on va chercher toutes les balises dont on a besoin dans le dictionnaire de la TEI. La TEI n'est pas une solution clé en main. Elle demande à chacun de s'investir pour aller chercher ce dont on a besoin. Une évaluation intermédiaire permet de finaliser le travail du premier semestre avant d'aller vers le second semestre. Donc, vous avez là les objectifs autonomie. Et c'est vrai que l'intérêt de travailler sur l'ensemble de l'année, c'est que le projet a une issue et le temps est assez long. Et donc, au semestre 6, on finalise ce travail. L'édition est à réaliser, elle est contrôlée, elle est évaluée, elle est expertisée. On n'a pas de licence Oxygène, donc les étudiants codent tout à la main, tout seul, en toute indépendance. Et c'est en fait moi qui ai une licence Oxygène qui valide l'édition ou pas. Donc, c'est à ce moment-là qu'on fait l'évaluation. Et c'est vrai que c'est un des critères. Le code doit être parfait. Si c'est rouge, ça ne marche pas. Alors, la livraison, comment s'organise la livraison, la présentation publique de ces résultats? On revient à la formation par la recherche, puisque il y a eu 2 occasions récemment que j'ai données aux étudiants pour présenter leur travail. Premier était l'édition en ligne de tous les comptes de Kiloga. Donc, moi, j'avais demandé aux étudiants de travailler sur 3 comptes, et puis finalement, ils ont voulu réaliser les éditions complètes. Et donc, on a travaillé avec le framework du groupe de travail cahier. Donc, on a fait une édition TEI qui respecte les recommandations du consortium et on l'a mise en ligne et on a un entrepôt OAI qui a été associé. Donc, tout ce travail a pu être à la fois évalué dans le cadre du cours, vérifié par le consortium cahier et mis en ligne sur le site du consortium. Un autre moment de présentation publique de ces projets a été l'année dernière, durant le printemps des humanités numériques, où ils ont enregistré, parce que c'était pendant le confinement, enregistré la présentation publique des résultats de leur travail sur Marel de Cortázar. L'idée ici, c'est qu'on va jusqu'au bout, on assume publiquement le projet que l'on a monté et puis on le défend. Durant le printemps des humanités numériques ayant eu lieu pendant le confinement, ils n'ont pas pu interagir, mais l'idée était qu'ils aillent répondre aux questions du public sur ce qu'ils ont fait. Fatia, je suis désolée, il va falloir en faire. On a fini. Je me tais. Voilà, c'était la bibliographie. Et puis donc maintenant, si vous voulez, on est à votre disposition pour plus de questions.